Moi, je voudrais vous proposer, en complément de tout ce qui a été remarquablement déjà exposé aujourd'hui, une réflexion encore un peu plus globale, avec peut-être un peu plus de hauteur et encore un peu plus de coup d'avance peut-être sur la procréation artificielle. Je crois que, en fait, le regard sur la procréation artificielle, il est en complète mutation. Les biotechnologies, toutes ces techniques de fabrication des embryons et aussi de sélection des embryons, au fond, elles impliquent une mentalité et elles induisent une mentalité. Si bien qu'aujourd'hui, le regard que nous avons sur la procréation humaine est en mutation, je viens de le dire, et le regard du coup que nous avons sur l'embryon, sur l'enfant et du coup sur l'autre, sur autrui, est aussi en complète mutation, et cela ne peut pas ne pas avoir un impact majeur, je crois, sur notre société. Le CCNE, il ne se trompait pas avec sa question qu'il a mis en baseline de ses états généraux. Quel monde voulons-nous pour demain ? Et de la même façon, je crois qu'Emmanuel Macron ne s'y trompait pas aussi en intitulant son dîner qui était censé rester secret à l'Élysée, PMA, embryon génomique. Il a mis ces trois mots ensemble. C'est bien parce que c'est lié. Ces sujets sont vraiment intimement liés. Mais avant d'aller plus en profondeur sur cette question du bébé sur mesure, je voudrais revenir sur le sondage qui est paru en juin, qui a déjà été évoqué aujourd'hui tout à l'heure par Aude. Et je voudrais vous présenter quand même de manière un peu plus approfondie ces chiffres. Et je vous signale que nous avons imprimé ce petit document qui reprend ces éléments, avec des commentaires également du président de l'IFOP, enfin de la personne qui est en charge de l'IFOP pour ces questions-là. Vous pouvez vous servir, il y en a plusieurs sur les tables. Les pères ont un rôle essentiel pour les enfants, pour 93% des Français. 73% considèrent que les rôles du père et de la mère sont différents et complémentaires. L'absence de père est quelque chose qui marque toute la vie, pour 89% des Français. 85% estiment même que l'absence de père peut entraîner chez l'enfant des difficultés personnelles. 61% des Français estiment qu'il faut privilégier le besoin de chaque enfant d'avoir un père en réservant la PMA aux couples hommes-femmes ayant un problème d'infertilité, dont 72% parmi ceux qui sont déjà pères. Vous voyez qu'en fait, si on met en avant l'ouverture d'un droit, eh bien dans ce cas-là, les Français, il y a eu d'autres sondages sur la question, sont favorables en fait, si on leur parle d'ouverture d'un droit. Par contre, si c'est le droit de l'enfant qui est présenté dans le sondage, notamment ce droit à avoir un père, ils sont majoritairement opposés à la loi. Et finalement, ce degré d'adhésion des Français à cette ouverture de la PMA aux femmes seules ou aux couples de femmes, eh bien, si on met en balance ce droit à avoir un enfant ou le droit à avoir un père, c'est majoritairement le droit à avoir un père qui est le plus représenté. Voilà, c'était pour faire vraiment un aparté sur ce sondage qui, je pense, est vraiment très important. Pourquoi ? Parce que c'est un retour au réel. Ce sondage, c'est un retour au réel. Voilà. Maintenant, pour revenir sur cette question de la ligne rouge, c'est vraiment une ligne rouge, ce titre est bien choisi. C'est une ligne rouge, mais je pense qu'il s'inscrit dans un basculement vers un prétendu droit à l'enfant. C'est vraiment un basculement complet qui va bien au-delà de cette injustice de priver un enfant délibérément de père, sujet qui nous rassemble aujourd'hui. Je pense que ça va encore bien au-delà et que c'est aussi dans la continuité d'une tentation qui est déjà extrêmement avancée, qui est celle du bébé sur commande et du bébé sur mesure. Quels sont les enjeux en présence ? Il y en a beaucoup qui ont été évoqués, évidemment. C'est d'abord la consécration d'un droit à l'enfant et donc la porte ouverte à toutes les demandes, comme on l'observe déjà ici ou comme on l'observe à l'étranger, avec la procréation post-mortem, avec la GPA, etc. Parce que pourquoi refuser aux uns ce qu'on permet aux autres si c'est le désir qui fait loi demain ? C'est aussi, ça a été largement dit, l'asservissement de la technique et de la médecine
au service des désirs individuels, et l'asservissement peut être aussi de la solidarité nationale en cas de remboursement, comme l'a encore annoncé hier M. Castaner. C'est aussi le risque de sombrer dans cet immense marché de la procréation, avec le risque de fragiliser ce principe tellement important dans notre droit et dont on peut être vraiment fier, d'indisponibilité du corps humain, un droit qui est assez spécifique à la France, je crois, et qui montre notre vocation aussi et notre regard particulier que nous avons sur la personne humaine. Le dernier enjeu derrière dont je voudrais parler, c'est celui sur lequel je vais le plus parler ce soir, c'est donc ce fait que ça va concrétiser un pas de plus vers la sélection et vers la conception d'êtres humains selon certains critères. Parce que si on considère la PMA comme un droit, ça veut dire qu'on considère l'enfant comme un droit. Et si l'enfant n'est plus un don accueilli, mais un dû, s'il est programmé, et si sa conception est déléguée à la technique, alors forcément la manière de le regarder se transforme. Qu'on le veuille ou non, qu'on en soit conscient ou non, la manière dont on le regarde se transforme. Il devient un projet. On parle déjà largement de projet parental. Et un projet, c'est une manière aussi de transformer un projet. C'est un objet aussi, en quelque sorte. C'est une réification de l'être humain. Et forcément, si on le voit comme un projet, comme un objet, le contrôle qualité se déploie. C'est la tentation de choisir, de sélectionner qui se répand de plus en plus. Je crois que la question a été posée ce matin de savoir s'il y avait un risque eugénique. En fait, moi, je ne crois pas qu'il y ait un risque eugénique. Je crois que nous sommes déjà dans une société extrêmement eugénique. C'est un eugénisme technique, consensuel, démocratique, tranquille, et aussi un eugénisme qui devient chronique, parce qu'en fait, on s'y acclimate, on s'y habitue. Ce ne sont pas des décisions d'État massives, ce sont plutôt un paisible usage quotidien de toutes ces techniques. Et je crois au fond qu'à l'heure du vivre ensemble, c'est presque le droit à la vie qui aujourd'hui est le plus menacé, parce que l'homme s'attribue le droit de décider quelle vie vaut ou ne vaut pas la peine d'être vécue. Voilà un droit qu'on s'octroie qui est quand même extrêmement préoccupant. Et c'est la technique qui nous amène à ça, c'est le rouleau compresseur technologique qui nous amène à tout ça. Et il y a une pression bien réelle de banaliser de plus en plus ces techniques de sélection. Le diagnostic préimplantatoire en particulier, son élargissement, l'élargissement de ces indications est déjà discuté pour l'ouvrir à plus d'indications, donc le DPI pour tout, et également pour tous, c'est-à-dire pour tous les couples qui font des FIV ou tous les couples en général. C'est important pourtant, je crois, de garder à l'esprit qu'on est quand même bien plus qu'un code génétique. Un diagnostic préimplantatoire, c'est l'analyse du code génétique. Mais l'être humain ne se résume pas aux 4 lettres de son ADN. Nous sommes bien plus compliqués que ça et je crois que c'est vraiment quelque chose à bien garder en tête. Le dépistage préconceptionnel aussi est un sujet émergent, c'est-à-dire la vérification des personnes qui auraient un projet parental en amont même de la conception. Aux États-Unis, cette mentalité est déjà plus avancée. Il y a des sociétés qui s'organisent aujourd'hui pour permettre aux personnes qui veulent être parents de trouver le meilleur donneur de gamètes possible, le meilleur appareillement possible pour créer le meilleur bébé possible. Et au fond, on observe un véritable toboggan dans cette mentalité eugéniste. Au début, ce sont les maladies graves et incurables qui justifient ces tests. Et puis ensuite, on glisse. Ce sont des raisons un petit peu moins graves. Et ensuite, des prédispositions. Vous savez, c'est ces petits gènes qui nous prédisposent peut-être plus tard à avoir une maladie, si d'autres circonstances sont mises on va dire ensemble. Et moi, je voudrais vous partager quand même sur cette question-là un exemple qui me parle beaucoup et qui me touche beaucoup. Moi, j'ai une amie, une ancienne collègue qui a eu un cancer du sein il y a quelques années. C'était une collègue dans mon ancien travail. Et donc, elle a traversé ce combat du cancer avec la chimio, la chirurgie, les rayons, etc., tout ce qu'on connaît. Elle a survécu, elle est en rémission et elle a vraiment traversé ça avec beaucoup de courage. Et j'ai appris par la suite
que son cancer avait un facteur génétique et que sa propre mère en était morte quand elle était enfant, ce qui est un drame, on est d'accord. Aujourd'hui, ce petit gène qu'elle a, eh bien, justifie qu'on trie les embryons et qu'on ne les garde pas. Cette amie, aujourd'hui, peut-être n'existerait pas. Et moi, je me dis, mais comme elle aurait moqué au monde. Est-ce que parce qu'on a une prédisposition à avoir une maladie à 50 ans, et quand bien même elle serait décédée, ce qui aurait été dramatique, est-ce que sa vie n'aurait pas valu la peine? On meurt tous les jours, malheureusement, dans d'autres circonstances, parfois jeunes. Je crois que ce n'est pas forcément la durée de vie qui vaut la vie. Et vraiment, c'est quelque chose sur lequel je crois que nous avons vraiment à réfléchir, parce qu'on peut se demander aujourd'hui qui d'entre nous serait aujourd'hui dans cette salle à réfléchir à toutes ces questions. Ensuite, on continue notre toboggan eugéniste. Aujourd'hui, ce sont même des critères esthétiques qui sont recherchés, ça a aussi été évoqué. La couleur des yeux, c'est un marché qui s'ouvre aux États-Unis, par exemple. Pourquoi vouloir choisir la couleur des yeux de son enfant? Eh bien, ce désir, il naît parce que la technique le permet. On continue? Eh bien, aux États-Unis, des couples qui ne sont pas du tout infertiles ont recours, payent, on recourt donc à des fécondations in vitro, ce qui est quand même lourd pour un couple et surtout pour la femme, pour pouvoir choisir le sexe de leur embryon. Vous voyez, là, finalement, la discrimination homme-femme, dont on entend tellement parler, aujourd'hui, elle existe au stade de quelques cellules. Moi, je serais vraiment curieuse de savoir ce que Madame Schiappa pense de ce problème-là, d'une discrimination sexiste qui existe au stade de 6 ou 8 cellules humaines. C'est quand même vraiment incroyable. Et aux États-Unis, il y a des couples qui sont atteints de surdité, qui ont recours à ces tests-là pour choisir ceux de leurs embryons qui sont également porteurs de surdité. Pourquoi ? Parce qu'ils ont envie de partager une communion de vie avec leurs enfants. Et donc, ils souhaitent transmettre le handicap en héritage. Vous voyez qu'au fond, si tout n'est qu'une question de désir individuel, alors il n'y a plus de limite. Dans nos services d'écoute, on la voit bien, la souffrance du désir d'enfant. On l'entend tous les jours, notamment autour de l'infertilité. Et autour de nous, nous connaissons tous cette souffrance de l'infertilité. Et certains d'entre nous même la vivent de manière douloureuse. Mais le désir ne peut pas être la mesure de toute chose. Ce désir, ce n'est pas rien, parce que ce désir peut se transformer en quelqu'un d'autre. Et ce désir, je crois que s'il devient dévorant, s'il aboutit à vouloir tout tenter, à ne plus voir que la fin, l'enfant en oubliant tous les moyens, ce désir devient dévorant et complètement... il obstrue en fait la conscience. Et le désir, nos désirs, je pense qu'ils ont besoin de mûrir dans la vie. On le voit pour tout un tas de sujets. Ils ont besoin de faire des allers-retours entre notre cœur, notre corps aussi, notre conscience, notre intelligence. Et parfois, je crois que nous devrions oser dire qu'il faut savoir renoncer et qu'il faut savoir aussi dire non. Et j'ai aussi en tête ce témoignage dont je voudrais vous parler, d'une femme d'une quarantaine d'années, qui était 43 ans, je crois, qui était célibataire, qui n'avait pas d'enfant, et qui s'est rendue en Espagne pour acheter un ovocyte, le faire féconder par du sperme d'un donneur, procéder à la fécondation in vitro, se faire implanter cet embryon. Et une fois que cette femme a été enceinte, retour au réel. Elle a réalisé, son corps lui a aidé à réaliser qu'elle attendait un enfant, ce qu'elle avait tant désiré, mais qui était un enfant inconnu pour elle, de quelqu'un d'autre, issu de gamètes, de personnes qu'elle ne connaissait pas, d'une autre culture. Et en plus, elle s'apprêtait à être mère célibataire, ce qui est aussi quand même une difficulté. Eh bien, en fait, ce retour au réel a été si douloureux pour elle qu'elle a contacté nos services d'écoute parce qu'elle voulait avorter. Elle avait besoin de confier son désarroi. Moi, je me demande, je vois moi cette femme comme une victime quelque part de toutes ces injonctions sociales et de ce marché devant nous qui nous laisse croire que tout est possible, que tous nos désirs peuvent être assouvis et qu'il n'y a qu'à avoir un peu de temps ou un peu d'argent. Je crois qu'on oublie parfois trop souvent que la grossesse, la maternité, ça compte énormément dans la construction de la personne, et que si on n'oublie pas ça, si on a cette conscience-là, le désir
qu'on peut dire totalitaire, d'avoir un enfant à tout prix, il peut se réduire, il peut voire même disparaître. Et aboutir à l'idée de oui, on veut un enfant, mais pas à n'importe quel prix en fait. Et pas au prix de le faire fabriquer dans des conditions qui peuvent être inhumaines, contraires à la dignité humaine parfois. Et ça, c'est possible. C'est un travail de mutation du désir en fait. Du désir d'avoir un enfant pour soi, en désir d'avoir envie d'un enfant pour lui. Alors, est-ce qu'on conçoit un monde meilleur en se basant sur le désir et sur l'illusion qu'il y aurait des bébés parfaits ou qu'on arriverait à les trier pour n'avoir plus que des bébés parfaits? Moi, je voudrais vraiment qu'on réfléchisse à cette question-là. Est-ce que c'est un modèle de société qu'on a envie de promouvoir? Un monde des meilleurs, c'est le sous-titre de mon livre en référence à Adolf Huxley. Est-ce que c'est ce monde-là qu'on a envie de construire? L'autre problématique dans cette question du bébé à tout prix, c'est pas seulement qu'il soit parfait, quitte à faire un tri énorme, mais c'est aussi de le faire fabriquer à tout prix, y compris en utilisant des techniques qui font peser sur lui des risques importants pour sa santé. Là, ce sont des sujets que j'explique aussi dans mon livre, comme par exemple la fécondation à 3 parents. C'est cette fécondation qui utilise 2 ovocytes et un spermatozoïde pour concevoir un enfant. C'est aussi la question de la modification du génome qui aujourd'hui est possible sur les gamètes ou sur les embryons et qui est là est la porte ouverte au bébé à la carte. Et c'est aussi cette question importante des gamètes artificielles qui sont aujourd'hui objet de recherche. Ces gamètes artificielles qui laissent entrevoir la perspective, la possibilité technique. Ça ne veut pas dire que ce sera fait, ça ne veut pas dire qu'on fera naître des enfants par ces techniques. En tout cas, je crois que plus on alertera là-dessus, et plus peut-être on évitera à l'humanité de tomber dans ce on peut même pas dire travers, mais dans ce drame qu'est la fabrication de bébés de cet ordre-là. Avec ces gamètes artificielles, on a devant nous la possibilité de la procréation entre 2 personnes de même sexe, parce qu'on peut faire fabriquer un spermatozoïde à une femme en utilisant une cellule de sa peau. Ça, ce sont vraiment des recherches qui sont aujourd'hui en cours. Et je crois qu'il faut vraiment en avoir conscience. Et ça rejoint complètement la problématique exposée ce matin par M. Verjuli avec tellement de brio. Ces techniques que j'explique dans mon livre, ce sont des essais d'hommes. C'est même pas des essais sur l'homme, c'est des essais d'hommes. C'est des techniques qui font de l'embryon le cobaye de la technique qu'il a créée. Et cette FIV à 3 parents, il y a déjà des enfants qui sont nés en Ukraine, au Mexique. Et cette technique, elle est discutée en France. Tout ça, c'est des sujets que j'ai pas peut-être suffisamment réussi à faire émerger dans ces états généraux, mais c'est des questions qui existent et qui sont largement poussées par l'INSERM et par d'autres structures. Donc je crois que c'est vraiment important de les connaître. Alors, je voudrais vous amener à réfléchir à cette idée du monde meilleur ou du monde des meilleurs en réfléchissant à notre devise républicaine. Est-ce qu'on va gagner en liberté ? Est-ce que les parents, dans un futur plus ou moins proche, est-ce qu'on aura encore le droit de faire tranquillement nos bébés sous la couette sans y penser, dans l'abandon de l'amour et des corps ? Ou est-ce que nous allons vers une problématique de bébés triés systématiquement ? C'est une question qu'on est vraiment en droit de se poser. Il n'y a qu'à voir déjà sur la question, par exemple, de la trisomie 21, à quel point la société est déjà organisée autour de cette problématique de ne pas laisser passer finalement d'enfants qui seraient porteurs de cette maladie. Et pour les enfants ainsi conçus, est-ce qu'ils auront la liberté déjà de connaître leurs parents, de connaître leurs géniteurs, il faut dire, maintenant, ou leur histoire, leur généalogie, même leur histoire de conception, parce que l'histoire de la conception, elle compte dans la construction d'une personne. Et est-ce que ça va être si facile aussi pour un enfant de savoir qu'il existe parce qu'il a obtenu le droit de naître sous condition ? Parce qu'en fait, il y a eu un contrat posé sur lui et parce qu'il a répondu à des critères qu'on a bien voulu lui attribuer. Est-ce qu'il pourra se sentir libre d'être lui-même et non pas ce que d'autres, la société, les parents, les biologistes, etc., les techniciens de la procréation auront voulu qu'il soit, au point de le sélectionner parmi d'autres ou au point d'intégrer dans son corps, dans sa biologie, dans son génome, un petit truc supplémentaire qui lui a donné le droit de vivre ? Est-ce qu'un jour, ces enfants vont contester leur mode de conception ?
Et est-ce qu'un jour nous devrons défendre un droit à un héritage génétique non modifié? Une question que pose très intelligemment Jürgen Habermas et que je développe aussi dans mon livre. Est-ce qu'on va gagner en égalité? Alors, nous naissons tous libres et égaux en droit. Hein. C'est un article de la Déclaration des droits de l'homme qui fait aussi largement notre fierté. Hein. Mais nous ne naissons pas génétiquement égaux. Nous naissons génétiquement imparfaits, tous autant que nous sommes. Mais surtout, je crois que ce qui est important d'avoir en tête, c'est que nous naissons génétiquement uniques. Ce qui fait de chacun de nous une histoire sacrée. Et on a évoqué la biodiversité humaine tout à l'heure. Effectivement, la biodiversité humaine et le brassage génétique au moment de la fécondation est une richesse exceptionnelle. Mais il y a beaucoup d'enfants qui naissent, je l'ai dit, après avoir été génétiquement triés, sélectionnés. Ça revient à dire donc que beaucoup sont éliminés. Il y a du déchet humain dans tout cela. Il faut avoir le courage de le dire, je crois. Et même dans une PMA, on va dire classique, sans tout un tas de tri, les chiffres les chiffres de l'Agence de biomédecine nous donnent que pour une naissance, il a fallu fabriquer 18 embryons. Ces nouvelles technologies, elles créent de nouvelles discriminations. Et cette rupture d'égalité, puisqu'on réfléchit à l'égalité, elle n'intervient plus à la naissance. Elle intervient bien en amont, in utero. Elle intervient bien en amont, in vitro. Et elle intervient même maintenant, c'est peut-être le plus grave, dans la conception mentale qu'on a des générations futures. Est-ce qu'on va gagner en fraternité? Est-ce que dans le futur, les enfants, les personnes qui seront nées et qui portent une maladie qui aurait pu être détectée in vitro, est-ce qu'elles auront encore droit à la solidarité nationale? Je pense par exemple à la sécurité sociale ou aux mutuelles. C'est une question qu'on est vraiment en droit de se poser. Moi, je crois profondément que protéger le plus petit d'entre nous dispose ensuite à protéger chacun d'entre nous. Et c'est ce modèle de société-là dont nous avons besoin, je crois. Une société qui soit ouverte et solidaire des plus fragiles. Alors que faire? Sur cette question de la devise, j'ai eu une discussion très intéressante avec Michel Joblot tout à l'heure, qui me disait, en fait, la fraternité, dans notre devise, c'est ce qui sauve les deux autres. Et je crois que c'est vraiment une pensée intéressante. Ça m'éclaire. Alors que faire? Je crois que nous devons encourager le législateur, mais vraiment l'encourager. Parce que on n'a pas à se sentir acculé, en fait, à nous aligner sur les moins-disants éthiques, ou à nous soumettre à ces lois du marché, ou à un pseudo-sens de l'histoire, hein, ou à nous laisser aussi duper par un pseudo-progrès. On n'a pas à se soumettre à des revendications que nous considérons profondément comme contraires à la dignité humaine. Je crois qu'on a aussi à rappeler que la loi, elle n'est pas au service de la science, elle n'est pas au service du marché. La loi, elle est au service de la protection des personnes. Sa mission à la loi, elle est de protéger les plus vulnérables. Et que ce n'est pas à la capacité technique d'ordonner à la bioéthique. Ces sujets, ils sont vraiment douloureux, hein, ils sont vraiment intimes, ils sont aussi vraiment épidermiques, on le sait. Hein. Et je crois que dans les sujets douloureux, eh bien, il faut faire attention à ce que l'émotion ne prenne pas le pas sur la raison, parce que les larmes deviennent des armes. Et celui qui souffre, on doit toujours le soutenir avec compassion, mais celui qui souffre, ça ne veut pas dire qu'il a raison. La souffrance, elle ne peut pas servir de passe-droit à des transgressions éthiques qui sont d'une portée encore bien plus large. Je crois que parfois, cette vérité, elle devrait être dite. Il y a certaines procréations qui ne sont pas possibles ou qui ne sont pas souhaitables. Je crois que cette vérité-là, elle libérerait vraiment la société, le politique, la science et la médecine de ce poids de penser devoir assouvir ce désir du bébé à tout prix. Je crois vraiment qu'il y a des limites sur lesquelles on peut s'accorder, tous s'accorder, si on prend la mesure de la portée de ces enjeux. Ce sont vraiment des questions qu'on a le devoir de porter, car elles sont, je crois, le cœur même de notre projet de société. Voilà, je vous remercie.